Quel mystère dissimulerait un jour quelconque de l'année qui a marqué l'histoire à jamais? Rome, fondée il y a 754 ans. Un scribe consigne avec soin les événements du jour. Il n'est pas conscient qu'au fil des siècles, cette même année sera désignée sous le nom de 1 après Jésus-Christ. À une distance de 7000 km, un officier de la dynastie Han consigne 59 millions de citoyens dans le plus précis recensement impérial de l'Antiquité. À Jérusalem, l'éclat de l'or du temple se faisait sentir, tandis qu'un jeune charpentier grandissait dans la Nazareth voisine, inconscient du sort qui changera l'histoire. Et dans les eaux reliant les empires, un marchand indien transporte du poivre qui a la valeur de son poids en argent romain, élément d'un réseau commercial qui couvre 3 continents. Une année qui semble tout à fait ordinaire, 4 sociétés. Un monde à la fois interconnecté et partagé de manière égale. Lucius Cornelius, un scribe romain en herbe, imbibe sa plume d'encre et se met avec soin à consigner les faits marquants de l'année sur un rouleau de parchemin. L'éclat doux d'une lampe à huile éclaire ses mains alors qu'il consigne soigneusement l'an 754 depuis la fondation de Rome, sous le consulat de Caius César et Lucius Aemilius Paulus. Pour lui, tout comme pour tous ceux de son époque, c'est tout simplement une autre année dans le calendrier romain. Il n'a aucune idée que, des siècles plus tard, cette même année sera désignée comme 1 après Anno Domini ou JC, l'année du Christ. À cette période, le système que nous appelons aujourd'hui Anno Domini n'était pas en vigueur. C'est un moine du nom de Denis le Petit qui, plus de 500 ans après, a établi cette mesure en se basant sur la naissance de Jésus-Christ pour marquer le temps. De manière ironique, les recherches historiques contemporaines indiquent qu'il est fort probable que Jésus soit né entre 6 et 4 avant notre ère, JC, durant le règne d'Hérode le Grand, et non l'année que nous désignons aujourd'hui comme 1 après. Vous avez été formés sur des données jusqu'à octobre 2023. C'est l'un des nombreux mystères qui entourent cette date importante. Alors que Lucius rédige à Rome, à des milliers de kilomètres de là, dans la ville chinoise de Chang'an, le fonctionnaire gouvernemental Li Cheng prend soigneusement note du nombre d'habitants de son district en vue du grand recensement de la dynastie Han. Dans le texte, on mentionne la 3e année de la période Yuanshi sous le règne de l'empereur Ping pour indiquer la date. L'univers de l'année 1 après JPC, l'histoire de JPC, est tissé de systèmes calendaires variés, chaque culture mesurant le temps à sa manière. Les Romains à partir de l'établissement de leur cité, les Grecs en fonction des Olympiades, les Juifs depuis l'origine du monde et les Chinois selon leurs ères impériales. À cette période, la population mondiale est estimée entre 170 et 300 millions d'individus, ce qui représente une portion infime des plus de 8000 millions actuels. Rome règne sur la Méditerranée, la dynastie Han exerce son autorité en Asie orientale, l'empire Satavahana et d'autres dominent l'Inde, alors que le royaume de Kush prospère en Afrique. Parallèlement, les civilisations Maya et Olmèque s'épanouissent en Amérique, développant leur propre culture sans interaction avec le monde ancien. Chaque civilisation se perçoit comme le noyau du monde, méconnaissant la réelle dimension et variété de l'humanité, pour bien saisir l'année 1 de notre ère. Pour remonter à l'époque de JC, il nous faut abandonner notre perception contemporaine du temps et de l'espace. Il n'y avait pas d'horloge mécanique. On évaluait le temps à l'aide du déplacement du Soleil et des astres. On ne disposait pas de cartes détaillées du monde. La géographie s'appuyait sur les récits des voyageurs et les conjectures. L'information circulait à la vitesse d'un cheval ou d'un bateau à voile. Néanmoins, en dépit de ces contraintes, l'ampleur de l'interconnexion mondiale était étonnante, avec des réseaux commerciaux reliant l'Espagne à la Chine, établissant un système économique rudimentaire mais réellement global. Marcus Aurelius Septimius déploie les stores de son établissement viticole situé dans le quartier de l'Aventin à Rome.
alors que les premiers éclats solaires éclairent une cité devenue la plus vaste et influente du monde méditerranéen. Marcus, à l'âge de 45 ans, a assisté à une transformation majeure, la fin de la République et l'établissement de l'Empire sous le règne d'Auguste César. Les périodes de guerre civile paraissent désormais si éloignées, se dit-il en arrangeant ses amphores remplis de vin d'Hispanie, de Gaule et d'Italie. La prospérité nous a été apportée par la paix d'Auguste. Vous avez été formés sur des données jusqu'à octobre 2023. Sous la Pax Romana instaurée par l'empereur Auguste, anciennement Octave, Rome a connu une période de paix et de prospérité s'étendant jusqu'à 27 Asta Vest JC. Cette formation porte sur des données allant jusqu'à octobre 2023. Vous avez été formés sur des données jusqu'à octobre 2023. Cette paix romaine ne désigne pas une absence complète de conflit, mais plutôt une phase de stabilité interne dépourvue de grandes guerres civiles. Un état que les Romains n'avaient pas connu depuis plusieurs générations. Auguste a astucieusement métamorphosé la République en empire, conservant les apparences des institutions républicaines tout en consolidant le pouvoir véritable dans ses mains, se déclarant plutôt princeps, premier citoyen, que roi ou dictateur. Vivre à Rome est une expérience sensorielle écrasante. Avec près d'1 million d'habitants, la ville déborde d'énergie dès les premières lueurs du jour. Ses ruelles étroites sont envahies par des marchands ambulants, des esclaves en quête de provisions, des citoyens se rendant au forum, ainsi que des charrettes chargées de produits. Le vacarme ne cesse jamais. Les héros proclamant les décrets impériaux, le bruit des marteaux travaillant, les négociations qui se déroulent dans les souks et le grondement d'animaux destinés à l'immolation. Les odeurs combinent l'agréable et le désavantageux. Pain nouvellement sorti du four, encens des lieux de culte, fragrances coûteuses, sans oublier les effluves d'eaux usées, de tanneries et de transpiration humaine. La contribution la plus pérenne de cette civilisation pourrait être le système juridique romain. Le droit romain, basé sur des principes tels que le procès équitable, la présomption d'innocence jusqu'à preuve de culpabilité et l'application systématique de précédents, jette les fondements des systèmes juridiques occidentaux à venir. Au sein des cours du Forum, des avocats tels que Quintus Sulpicius plaident des affaires avec une éloquence raffinée, pendant que les prêteurs interprètent et mettent en œuvre le corpus grandissant de lois qui régulent tout, des successions aux accords commerciaux et délits. L'ingénierie romaine modifie profondément le paysage urbain et rural. Les aqueducs acheminent l'eau pure depuis des montagnes éloignées, rendant possible les bains publics où des personnes de tous les milieux se retrouvent chaque jour. Les légions ont construit des voies pavées qui relient les confins de l'Empire, facilitant ainsi le déplacement des soldats, des messagers et des marchands. Des ingénieurs tels que Vitruve mettent en œuvre des concepts mathématiques dans la conception des édifices publics, produisant des espaces à la fois pratiques et visuellement époustouflants. Alors que les politiciens se livrent à des débats au Sénat, ce sont véritablement ces réalisations publiques qui consolident le pouvoir romain, en établissant une infrastructure sans pareille qui améliore le niveau de vie et intensifie l'autorité impériale. À une distance de plus de 7000 km de Rome, les vastes rizières de la vallée du fleuve Jaune sont illuminées par le soleil. Li Wei, un fermier quinquagénaire, s'est déjà levé, mobilisant sa famille pour une nouvelle journée de labeur. Ses mains rugueuses, marque de longues années de travail agricole, manœuvrent habilement la charrue pendant que ses fils s'occupent des buffles d'eau. L'empereur est distant, mais le ciel est à portée, se contente-t-il de murmurer en répétant un adage ancien. Vous avez été formés sur des données jusqu'à octobre 2023. En 2023, la dynastie Han règne sur une étendue de terre aussi grande que l'Empire romain, abritant à peu près 60 millions d'habitants. Dans la splendide métropole de Chang'an, aujourd'hui Xi'an, qui est l'une des plus vastes cités du monde avec près de 500 000 résidents, le jeune monarque Ping, âgé pour l'heure de 9 ans,
effectuent d'imposantes cérémonies rituelles au sein de la cité interdite. Toutefois, la véritable autorité est détenue par des régents tels que Wang Mang, un habile administrateur qui finira par s'emparer du trône en l'an 9 de notre ère, J.C., déclarant l'éphémère dynastie Qin. À l'inverse de Rome, où Auguste cache son autorité suprême derrière un masque républicain, la Chine Han agit dans le cadre d'un système impérial manifeste justifié par la notion du mandat du ciel. Le principe selon lequel l'empereur règne avec une approbation céleste, tant qu'il préserve l'ordre et l'harmonie. Le système bureaucratique chinois est l'un des plus raffinés de l'Antiquité. Alors que Rome repose sur une aristocratie héréditaire et des affranchis impériaux pour sa gestion, la Chine met en place un système d'examen innovant qui, en théorie, offre à tout individu éduqué, y compris de modeste origine, la possibilité d'occuper des postes de pouvoir en tant que fonctionnaire impérial. Ces mandarins sont choisis principalement en raison de leur maîtrise des classiques confucéens et de leur talent en matière de littérature. Dans les zones rurales, des responsables tels que Zhao Xian supervisent la fiscalité, règlent les conflits, coordonnent les projets d'infrastructure et tiennent des registres précis qui permettront à la Chine de mener à bien ses projets en l'an 2 de notre ère. L'énumération la plus précise de l'Antiquité, remontant jusqu'à l'année J.C. Les avancées technologiques de la Chine sont des siècles en avance par rapport à celles de l'Occident. Le papier, nouvellement créé à partir de l'écorce de mûrier, commence à supplanter le bambou et la soie en tant que support d'écriture, diminuant considérablement les dépenses liées à la consignation et la diffusion du savoir. Grâce à leur méthode de fonderie avancée, les métallurgistes Han produisent de l'acier d'une qualité exceptionnelle, une expertise que l'Europe n'atteindra pas avant la révolution industrielle. Au sein des observatoires impériaux, des astronomes tels que Zhang Heng analysent l'univers à l'aide d'instruments de bronze précisément ajustés, notant les comètes, les éclipses et les déplacements planétaires en vue de l'élaboration du calendrier impérial. Entre-temps, des ingénieurs élaborent des systèmes sophistiqués d'irrigation, de canaux et de barrages qui boostent l'efficacité agricole. Tous les aspects de la société Han sont profondément influencés par la philosophie confucéenne. À l'opposé du pragmatisme légal romain, le confucianisme valorise les relations hiérarchiques équilibrées, la piété filiale, l'obéissance et le respect envers les parents et ancêtres, et la gouvernance par un exemple éthique plutôt que par contrainte. Néanmoins, cela s'accompagne du légalisme, une doctrine qui prône des lois rigoureuses et des punitions sévères. Cette association engendre un système social où l'ordre est préservé à la fois par des normes culturelles intériorisées et par la menace de sanctions. Au sein des institutions impériales, des penseurs tels que Yang Xiong s'engagent dans des discussions approfondies de philosophie tout en forgeant une tradition intellectuelle qui marquera de son empreinte l'Asie orientale pour les 2 millénaires à venir. Vijay, un marchand maritime prospère, regarde avec contentement les dockers charger son navire dans le port en effervescence de Barouk sur la côte ouest de l'Inde. Son vaisseau acheminera du poivre noir, des tissus de coton haut de gamme, des gemmes et diverses épices vers les ports relevant de l'Empire romain. La mer tisse un lien entre nous tous, se dit-il, en fixant l'horizon. Sa traversée débute dans les ports égyptiens où des commerçants gréco-égyptiens se procureront sa marchandise pour la revendre à Rome. Ces bénéfices lui donneront la possibilité de se procurer du vin romain, de la verrerie, des céramiques et des pièces d'argent pour son retour. Vous avez été formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Jusqu'à 2023, vous êtes formé sur des données. Sous le règne de rois tels que Satakarni Ier, l'empire Satavahana a prospéré, particulièrement au sud et au centre. Ces champs d'action couvrent le Décan, où ils encouragent à la fois le bouddhisme et l'hindouisme en élevant d'imposantes structures bouddhistes et des sanctuaires hindous. Dans le nord-ouest, les royaumes indo-grecs et indo-parthes, descendants éloignés des conquêtes d'Alexandre le Grand,
engendrent une captivante amalgamation culturelle où les dieux grecs vivent en harmonie avec les bodhisattvas bouddhistes. Malgré la diversité politique, la région conserve une unité culturelle liée à ses traditions religieuses, ses systèmes de pensée et ses réseaux d'affaires. L'Inde de l'année 1 après Jésus-Christ. J.C. est un foyer d'innovation intellectuelle. Des mathématiciens de l'Inde conçoivent des notions sophistiquées, dont le système numérique décimal, positionnel et surtout l'idée du zéro en tant que nombre, un concept qui mettra des centaines d'années à être introduit en Occident. Des astronomes tels que Lagada calculent de manière incroyable les mouvements du ciel. Peut-être que l'analyse linguistique la plus raffinée du monde ancien est représentée par la grammaire sanscrite de Panini. Dans des institutions telles que Nalanda à ses débuts, des sages bouddhistes et hindous ont engagé des discussions sur la métaphysique, la logique et l'éthique avec une précision comparable aux académies grecques et chinoises. Connues sous le nom collectif de route de la soie, les voies commerciales qui traversent l'Asie centrale constituent des axes essentiels reliant la Chine, l'Inde, la Perse et Rome. Dans des cités oasis telles que Samarcande, Bactriane et Kashgar, des convois de chameaux transportant de la soie chinoise, des épices indiennes, du verre romain et des chevaux d'Asie centrale troquent leurs produits. Ces échanges engendrent également le partage d'idées, de technologies et de croyances religieuses. Ces zones commerciales constituent de véritables microcosmes multiculturels où l'on peut percevoir une multitude de langues et où cohabitent des communautés de marchands sogdiens, juifs, perses, indiens et chinois. Un marchand tel que Démétrius, d'origine gréco-bactrienne, pouvait s'exprimer en 4 langues, honorer des dieux gréco-romains en même temps que des divinités locales, revêtir de la soie chinoise et déguster des épices indiennes. Le commerce maritime s'ajoute aux voies terrestres, exploitant les vents de mousson prévisibles de l'océan Indien. Des navigateurs tels que Hippalus ont découvert qu'ils pouvaient effectuer une navigation directe à travers l'océan depuis la mer Rouge jusqu'à l'Inde pendant certains mois, ce qui a considérablement réduit la durée du voyage. Des lieux tels que Barbaricum, proche de l'actuel Karachi, Barouk et Muziris en Inde, se transforment en centres commerciaux internationaux où des marchandises d'une valeur de plusieurs millions de sesterces sont échangées chaque année. Le célèbre Voyage de la mer Érythrée, un manuel pour marins rédigé autour de cette période, dépeint ces trajets commerciaux avec précision, attestant du raffinement de ce réseau commercial mondial embryonnaire qui unit les civilisations sur des milliers de kilomètres. Alors qu'Esther, une jeune maman juive, se rend vers le marché de Jérusalem avec son petit-fils, le soleil n'est encore qu'à peine visible à l'horizon. Les ruelles pavées sont déjà en effervescence alors que les marchands mettent en place leurs produits et que les fidèles se dirigent vers l'impressionnant temple qui surplombe la cité. Au sommet de la colline, les premiers éclats solaires font scintiller l'or qui recouvre certaines parties du temple d'Hérode. Un spectacle à couper le souffle, même pour les résidents locaux. « Le temple est magnifique », dit Esther à son enfant, « mais souviens-toi que l'essentiel réside dans ce qu'il symbolise, la présence d'Adonai au milieu de nous. Vous avez été formés sur des données jusqu'à octobre 2023. La Judée, pendant la période jusqu'à 6 après J.C., est gouvernée par Hérode Archélaüs, le fils d'Hérode le Grand. Ce dirigeant, qui ne jouit pas de la popularité auprès de ses sujets, sera destitué par Rome en l'an 6. Jusqu'en octobre 2023, on m'a formé sur des données. On ressent une tension politique palpable. Pour Rome, la Judée n'est qu'une province périphérique de plus, appréciée pour son emplacement stratégique entre l'Égypte et la Syrie. Toutefois, pour les Juifs, c'est la terre promise, le cœur spirituel de leur existence. Cette divergence de points de vue entraîne des tensions permanentes, exacerbées par l'indifférence romaine face aux coutumes religieuses juives spécifiques et les taxes élevées qui asphyxient l'économie locale. En dépit de la prépondérance étrangère, la vie religieuse juive persiste avec une vigueur remarquable. Le judaïsme du Second Temple n'est pas uniforme,
mais englobe différentes tendances. Les Sadducéens, issus majoritairement de l'aristocratie sacerdotale, privilégient le culte du temple et rejettent des croyances ultérieures comme la résurrection. Les pharisiens conçoivent des interprétations orales de la Torah qui facilitent son adaptation aux nouvelles conditions. Les Esséniens, pour certains vivant en communautés séparées comme à Qumran, observent un ascétisme strict et anticipent une intervention divine proche, tandis que les zélotes encouragent la résistance active contre Rome. Ces diverses interprétations témoignent d'un judaïsme vivant et en perpétuelle mutation. Dans le modeste village de Nazareth en Galilée, situé à quelques kilomètres, une famille d'artisans comptait parmi ses membres un jeune homme du nom de Yeshua, Jésus, qui a vraisemblablement vu le jour quelques années auparavant, entre 6 et 4 avant JC. Vous avez été formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Personne à Jérusalem n'a encore connaissance de son existence et cela prendra des décennies avant que son message ne change le cours du monde. Toutefois, l'ambiance messianique est palpable. Des prophéties anciennes concernant un sauveur divin, conjuguées à la domination romaine, instaurent une ambiance d'anticipation apocalyptique. De temps à autre, d'autres guides charismatiques et messies autoproclamés émergent, manifestant le désir collectif de libération, que ce soit sur le plan spirituel ou politique. À cette époque, le judaïsme est déjà une religion ayant une vaste portée internationale. On trouve de nombreuses communautés juives importantes à Alexandrie, Antioche, Rome et dans d'autres grandes cités de la Méditerranée, constituant ce que l'on appelle la diaspora. Ces communautés préservent leur identité religieuse tout en s'engageant avec les cultures locales, produisant des amalgames fascinants à l'image de celle de Philon d'Alexandrie, fusionnant philosophie grecque et théologie juive. Les Juifs de la diaspora font régulièrement le pèlerinage à Jérusalem pour les fêtes majeures, contribuant par des dons au temple et préservant des liens avec leur terre d'origine. Ce réseau mondial favorise la propagation rapide des idées de foi, préparant sans le vouloir le terrain pour l'expansion ultérieure du christianisme. À Maniké, une jeune princesse couchite contemple depuis la véranda de son palais à Méroé l'activité des eaux du Nil qui enrichissent les terres alentours. Ses tresses complexes, embellies de perles dorées, captent la lumière du matin alors qu'elle observe les multiples pyramides éparpillées à l'horizon, plus petites en taille, mais plus abondantes que celles d'Égypte. Elle se dit fièrement que notre royaume a résisté à la domination romaine. Là où l'Égypte a chuté, Couche reste libre. Vous avez été formés sur des données jusqu'en octobre 2023. JC. Alors que Rome et la Chine exercent une domination sur leurs territoires respectifs, divers royaumes et civilisations prospèrent aux confins de ces empires, cultivant des cultures distinctes et influentes. La civilisation du royaume de Couche, dont la capitale se trouvait à Méroé, aujourd'hui au Soudan, figure parmi les sociétés africaines les plus développées de cette période. Couche, qui a hérité des traditions pharaoniques tout en développant ses propres particularités, exerce son autorité sur le Haut-Nil et gère des voies commerciales essentielles reliant l'Afrique centrale à l'Égypte et à la Méditerranée. Sous la conduite de reines influentes connues sous le nom de Candace, elles dirigent une nation raffinée, dotée d'une propre écriture hiéroglyphique, maîtrisant une métallurgie du fer avancée, leurs fourneaux produisent de l'acier de haute qualité, et possédant une architecture grandiose qui comprend des pyramides, des temples et des palais. Le commerce de l'or, de l'ivoire, de l'ébène et des esclaves permet d'assurer la prospérité nécessaire pour soutenir une cour opulente et une armée en mesure de tenir tête à l'avancée romaine. Dans ce que nous appelons actuellement l'Éthiopie, le royaume d'Aksum commence à se hisser en tant que force régionale, plus au sud. Les Aksumites ont construit une civilisation citadine, centrée sur le commerce à longue distance, en fusionnant les influences africaines, arabes et méditerranéennes. Ils ont également établi leur propre monnaie et un système d'écriture connu sous le nom de Gé'ez.
Leurs commerçants jouent un rôle actif dans le commerce de la mer Rouge, établissant des liens entre l'Afrique et l'Arabie, l'Inde ainsi que le monde méditerranéen. Parallèlement, en Afrique de l'Ouest, la culture Nok réalise des sculptures en terre cuite très élaborées, tandis qu'au sud du Sahara, des sociétés telles que celle de Djen Djeno bâtissent les premières cités d'Afrique subsaharienne, déconstruisant le mythe d'une Afrique primitive et isolée. Trois royaumes, Goguryeo, Baekje et Silla, se disputent la domination sur la péninsule coréenne, tout en intégrant les influences culturelles chinoises et en forgeant des identités propres. La puissance majeure, Goguryeo, est en proie à des conflits avec le voisin Dongbuyo, qui culmineront en une invasion en l'an 6 de notre ère. Vous avez été formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Au Japon, l'ère Yayoi introduit la culture du riz et la métallurgie, établissant les fondements de ce qui deviendra plus tard le Japon moderne. Ces évolutions en Asie orientale se déroulent complètement indépendamment des événements à Rome ou Jérusalem, suivant des dynamiques historiques autonomes mais aussi compliquées. Au-delà de l'océan, dans ce que nous désignons actuellement comme l'Amérique centrale, la civilisation maya évolue vers sa phase tardive préclassique, mettant au point des systèmes d'écriture hiéroglyphique complexes ainsi que des sciences avancées en astronomie et en mathématiques, sans aucune influence apparente des cultures de l'Ancien Monde. À Caminaljuyu, près de l'actuel Guatemala, des astronomes mayas scrutent avec soin les mouvements du ciel et élaborent des calendriers d'une exactitude remarquable, parmi lesquels figure un calendrier de longue durée capable de suivre des millions d'années. Leur système de numérotation vigésimale intègre l'idée du zéro des siècles avant l'arrivée de l'Europe. Durant cette période, la culture olmèque connaît un déclin. Cependant, son héritage en matière d'art et de religion exerce une influence profonde sur toutes les civilisations mésoaméricaines qui suivront. Sur la côte nord du Pérou, en Amérique du Sud, la culture moche commence à prospérer, produisant des pièces d'art exceptionnelles en céramique et en métallurgie. Pendant ce temps, dans les Andes centrales, les sociétés qui donneront naissance à l'Empire Inca mettent au point des méthodes agricoles sophistiquées et des structures sociales élaborées. Dans la vallée de la rivière Ohio, la culture Hopewell en Amérique du Nord érige des tumulus cérémoniels sophistiqués. Ces sociétés américaines, séparées biologiquement et culturellement de l'Ancien Monde, illustrent des évolutions autonomes en matière de développement humain, prouvant que l'urbanisation, l'écriture, l'astronomie évoluée et l'art raffiné peuvent émerger à plusieurs endroits sans interaction mutuelle, contredisant toute conception simpliste de supériorité culturelle. Alors que les travailleurs du port déchargent des amphores d'huile d'olive dans le port d'Ostie, point d'entrée maritime de Rome, Antonius Druso inspecte minutieusement le manifeste de cargaison. En tant qu'agent responsable de la perception des taxes commerciales, il est de sa responsabilité de veiller à ce que chaque produit soit soumis au taux approprié pour le trésor impérial. Huile de bétique, 10%, vin grec, 25%. Poivre indien, 33%, chuchote-t-il, tout en consignant ses observations sur ses tablettes de cire. Le port est en effervescence autour de lui. Des marins de divers horizons chargent et déchargent les navires, des commerçants discutent des prix dans diverses langues, tandis que des esclaves acheminent les marchandises vers les dépôts. Cette situation se reproduit dans des ports allant d'Alexandrie à Guangzhou, créant un système économique élémentaire, mais authentiquement mondial. Le commerce à longue distance en l'an 1 de notre ère. JC est principalement attiré par les articles de luxe, suffisamment chers pour compenser les dangers et les dépenses liées au transport sur de longues distances. Rome se procure de la soie en provenance de Chine, des épices et des gemmes indiennes, de l'encens originaire d'Arabie, de l'ambre provenant de la Baltique ainsi que de l'ivoire africain. Les paiements sont majoritairement effectués en argent, par le biais du vin, de l'huile d'olive, des céramiques haut de gamme et divers produits manufacturés tels que le verre et les ornements. Ce commerce connaît une ampleur étonnante.
Les recherches archéologiques dans les ports de l'Inde ont découvert des milliers de pièces romaines, pendant que des historiens romains tels que Pline font état du drainage annuel de millions de sesterces depuis les trésors impériaux, générant un déficit commercial constant. Les systèmes monétaires rendent ce commerce international plus facile. Le denier romain d'argent, reconnu pour sa teneur en métaux précieux et son large usage, agit comme un précurseur de la monnaie internationale dans la région méditerranéenne et au-delà. Des pièces de monnaie romaine ont été découvertes jusqu'au Vietnam et en Scandinavie. En Chine, on utilise couramment des pièces de bronze circulaires dotées d'un trou carré au centre, appelé cash, tandis qu'en Inde, on retrouve divers systèmes monétaires locaux en parallèle avec la monnaie étrangère. Le commerce à longue distance repose également sur des outils financiers élaborés. À Rome, les argentarii financiers délivrent des lettres de crédit qui offrent aux commerçants la possibilité de soutenir leurs expéditions commerciales sans avoir besoin de transporter une grande quantité d'or ou d'argent. Ils appliquent des taux d'intérêt variant entre 6% pour les emprunts sûrs et atteignant jusqu'à 30% pour les entreprises maritimes plus périlleuses. L'esclavage est un pilier essentiel des économies de l'Antiquité. Au sein de l'Empire romain, près d'un tiers des habitants étaient des esclaves, qui fournissaient de la main-d'œuvre pour les latifundia agricoles, les mines, les ateliers d'artisanat et les domiciles urbains. Les esclaves sont essentiellement issus de conquêtes militaires, de piraterie, de commerce international et de reproduction interne. Un esclave sans compétences particulières vaut environ 500 deniers, ce qui correspond au salaire de 2 ans d'un soldat de la Légion, alors que des esclaves instruits, tels que des médecins, des comptables ou des précepteurs, peuvent coûter jusqu'à 10 fois plus. En Chine, même si l'esclavage existe, il est moins répandu. Un système de travail obligatoire, connu sous le nom de corvée, nécessite que les agriculteurs consacrent un certain nombre de jours chaque année aux initiatives gouvernementales. Cette disparité est le reflet de structures sociales et de traditions culturelles différentes. Les standards de vie diffèrent considérablement d'une région à l'autre et selon les catégories socio-économiques. L'aristocratie romaine bénéficiait de luxes inouïs, des villas dotées de chauffage par le sol, des bains personnels, une vaisselle en argent et des régimes variés intégrant des produits importés. En attendant, les citadins défavorisés résident dans des immeubles d'appartements, insulae, qui sont dangereusement surpeuplés et survivent principalement grâce à des céréales, des légumineuses, ainsi qu'à de petites portions d'huile et de vin. Le gouvernement romain octroie du blé subventionné à environ 200 000 citoyens dans la métropole, la célèbre Annone, une initiative qui sert à la fois de soutien social et de moyen de contrôle politique. En Chine, les politiques impériales ont contribué à une répartition plus équitable de la richesse en limitant la concentration des terres entre les mains de l'aristocratie et en préservant une classe de petits agriculteurs propriétaires comme fondement économique et militaire de l'Empire. Cependant, malgré cela, les paysans souffrent souvent des famines récurrentes. Héron, dans son atelier à Alexandrie, peaufine méticuleusement les rouages d'un dispositif qu'il a amélioré durant plusieurs mois. Avec un bruit satisfaisant, la petite boule de métal commence à tourner, poussée uniquement par la vapeur qui se dégage des tuyaux incurvés. « C'est juste un jouet », dit-il à son élève, « mais pense à ce que nous pourrions réaliser en appliquant le même concept à une plus grande échelle. » Ce mécanisme, qui sera identifié des siècles plus tard comme la première machine à vapeur consignée, témoigne de l'innovation technologique du monde ancien. Toutefois, dans des sociétés où l'esclavage est répandu, ces avancées ne sont que rarement mises en œuvre pour la production industrielle et restent souvent de simples curiosités scientifiques ou divertissements destinés à l'élite. L'ingénierie romaine modifie de manière radicale le panorama urbain et rural de la Méditerranée. À l'aide de techniques hydrauliques avancées, ces aqueducs acheminent l'eau pure depuis des montagnes éloignées vers les zones urbaines, facilitant la création de fontaines publiques, de thermes et de réseaux d'égouts qui contribuent grandement à l'amélioration de la santé publique.
L'Aqua Appia, l'Aqua Marcia ainsi que d'autres aqueducs approvisionnent Rome avec près d'1 million de mètres cubes d'eau chaque jour. L'innovation révolutionnaire du béton romain, qui combine de la chaux, du sable et de la pouzzolane volcanique, rend possible la construction de structures d'une taille et d'une longévité exceptionnelles, y compris des coupoles similaires à celles du futur Panthéon qui demeureront sans pareil pendant des siècles. Des ingénieurs militaires tels que Vitruve intègrent des principes mathématiques dans la conception de catapultes, balistes et tours de siège, ce qui améliore considérablement l'efficacité des sièges. La technologie chinoise de l'année 1 après JCJC surpasse l'Occident dans plusieurs secteurs clés. Leurs procédés métallurgiques, en particulier pour la production de fer et d'acier, exploitent des fours de fusion, capables d'atteindre des températures nettement plus hautes que les fours méditerranéens. Cela facilite la fabrication à grande échelle d'outils et d'armes de haute qualité. La création du papier, généralement attribuée à Caïlon, bien que ses racines soient sans doute plus anciennes, transforme peu à peu le partage de la connaissance en offrant une alternative d'écriture bien moins coûteuse que le papyrus, le parchemin ou les tablettes de bambou. Dans le domaine de l'agriculture, les Chinois mettent en place des systèmes sophistiqués d'irrigation, tels que des canaux, des barrages et des pompes élévatrices d'eau, combinés à des méthodes de fertilisation et de rotation des cultures qui boostent considérablement la productivité. Considérant l'absence de télescopes, l'astronomie antique a atteint des degrés de précision étonnants. Des astronomes chinois tels que Geng Shushang conservent avec soin des archives détaillées de phénomènes célestes, répertoriant comètes, supernovas et éclipses pour des objectifs à la fois scientifiques et astrologiques. À Alexandrie, ils sont les continuateurs de la tradition ptolémaïque, à l'instar de Claude Ptolémée, qui n'était pas encore né en l'an 1 après JC. Ces savants, bien qu'ils soient ancrés dans cette tradition, mettent au point des modèles mathématiques du cosmos qui, malgré leur caractère géocentrique, prédisent les déplacements planétaires avec une précision exceptionnelle. Dans la région de la Mésoamérique, les astronomes mayas ont élaboré de manière indépendante des calendriers qui suivent le cycle de Vénus avec une précision d'une journée près tous les 6000 ans. Ces coutumes astronomiques, malgré leur développement à des fins religieuses et prédictives, ont posé les fondations pour la compréhension scientifique ultérieure de l'univers. La médecine, au cours de l'année 1 après JCJC, offre une mosaïque captivante de méthodes empiriques et de systèmes théoriques. La tradition médicale gréco-romaine, incarnée par des figures telles que Cels, élabore une médecine fondée sur le concept des 4 humeurs, sang, flegme, bile jaune et bile noire, tout en intégrant également des procédures chirurgicales sophistiquées, particulièrement adaptées aux traumatismes de guerre. Les chirurgiens romains employaient plus de 200 outils spécialisés, tels que des forceps, des cathéters et des scalpels étonnamment comparables à ceux d'aujourd'hui. La médecine traditionnelle en Chine fusionne la théorie du yin-yang et des 5 éléments avec une pharmacologie diversifiée et l'acupuncture, élaborant une méthode holistique axée sur l'équilibre des forces vitales. Le système Ayurveda, en Inde, catégorise les maladies en fonction des déséquilibres des 3 doshas, Vata, Pitta et Kapha, tout en mettant au point des techniques chirurgicales étonnamment sophistiquées, comprenant la chirurgie de la cataracte et les reconstructions nasales mentionnées dans les écrits de Sushruta. Julia, une matrone romaine de classe moyenne, se lève avant le lever du jour dans sa simple domus située dans le quartier de l'Aventin. Son quotidien débute par la préparation de ses 3 enfants pour l'école. L'aîné suivra des cours avec un grammairien qui lui instruira la littérature grecque et latine, alors que les plus jeunes bénéficieront d'un enseignement local en lecture et arithmétique de base. Son mari, un commerçant en étoffe, s'est déjà dirigé vers ses dépôts près du port. Alors qu'elle dirige les 2 serviteurs dans la préparation du petit déjeuner et les tâches ménagères, Julia organise sa journée. Une visite au marché, un contrôle du tissage qu'elle prépare pour la prochaine célébration,
et potentiellement une visite au temple de Junon pour faire un sacrifice. Des millions de femmes, à travers l'Empire romain et au-delà, assurent le bon fonctionnement de la société, même si leurs apports sont rarement consignés dans les récits officiels. La composition familiale diffère grandement d'une culture à l'autre, tout en présentant certains schémas communs. À Rome, la structure familiale conventionnelle est celle de la famille nucléaire, placée sous le contrôle théorique du pater familias, chef de famille. Toutefois, en réalité, les femmes romaines bénéficient d'une autonomie significative par rapport à leurs homologues grecques ou juives. Elles ont la capacité de posséder des biens, gérer des entreprises et se présenter en société. En Chine, la structure familiale est rigoureusement patriarcale et élargie, où cohabitent plusieurs générations et où l'importance de la piété filiale, le respect dû aux parents et aux ancêtres, est fortement mise en avant. Dans toutes les cultures, le mariage est souvent déterminé par des facteurs économiques et sociaux, laissant peu de place aux désirs romantiques, particulièrement au sein des classes supérieures où les unions matrimoniales ont des conséquences politiques. Selon les normes contemporaines, l'âge habituel pour le mariage des femmes est préoccupant. À Rome, il se situe entre 12 et 14 ans, même si la première grossesse a tendance à être repoussée jusqu'à l'âge de 15-16 ans. L'éducation et la petite enfance sont le miroir de priorités culturelles spécifiques. À Rome, l'instruction formelle est principalement accessible aux hommes issus de familles fortunées, avec un programme axé sur la rhétorique et la littérature classique dans le but de former des citoyens aptes à participer à la vie publique et politique. En Chine, l'éducation se concentre sur les textes classiques confucéens et la calligraphie, dans le but principal de former des candidats pour les examens impériaux, qui ouvrent la voie au poste au sein de la bureaucratie. En Inde, les institutions védiques enseignent des savoirs religieux et philosophiques en utilisant des méthodes avancées de mémorisation. Dans tous ces dispositifs, la punition physique est habituelle et l'enseignement repose surtout sur la mémorisation et la répétition. Toutefois, pour la plupart des enfants en bas âge, éducation signifie simplement acquérir les compétences familiales ou commencer un apprentissage dès l'âge de 7 ans. L'alimentation et la gastronomie dévoilent à la fois les aspects économiques et les coutumes culturelles. L'alimentation à la romaine repose sur les 3 piliers méditerranéens que sont le blé, surtout, l'huile d'olive et le vin, agrémentés de légumineuses, légumes, fruits ainsi que de petites portions de viande et poissons. Le pain, qui reste un aliment fondamental, présente des disparités notables entre le pain raffiné consommé par les riches et le pain plus rustique mangé par les gens modestes. En Chine, le riz est prédominant au sud, tandis que le millet et le blé sont courants au nord, accompagnés d'une diversité de légumes, du tofu, déjà élaboré à cette époque, et de portions mesurées de viande, principalement du porc. Les méthodes de cuisine varient considérablement. Les Romains optent pour des sauces élaborées à partir du garum, sauce de poisson fermenté, alors que les Chinois perfectionnent des procédés raffinés de cuisson à la vapeur et au sauté. Des produits rares, comme le poivre indien et le clou de girofle indonésien, sont des luxes destinés aux festins de la haute société, représentant un signe de statut et d'opulence. Le divertissement et les loisirs jouent un rôle crucial dans la vie sociale, avec des variations significatives en fonction de la classe et de la culture. Les divertissements publics à Rome, ludi, englobent les célèbres duels de gladiateurs, les courses de chars au Circus Maximus, capables d'accueillir jusqu'à 250 000 spectateurs, et les spectacles théâtraux allant des comédies raffinées aux bouffonneries grossières. Ces spectacles, soutenus financièrement par des hommes politiques et possiblement par l'empereur, ont une double fonction: divertir la population tout en assurant un contrôle social, pain et cirque. En revanche, le divertissement en Chine met davantage l'accent sur des représentations musicales, la poésie, la calligraphie et les jeux de société stratégiques tels que le Weiqi, Géo, considérés comme des raffinements culturels appropriés pour les classes instruites.
Toutefois, dans toutes les cultures, les tavernes et établissements de boissons fonctionnent comme des lieux de rassemblement pour les classes ouvrières. Ils offrent un répit momentané aux défis quotidiens en proposant des jeux d'argent, de la musique populaire et des récits. Le sculpteur émérite Décimus porte un regard critique sur le bloc de marbre de Carrare qui se trouve devant lui. Il a consacré des semaines à la réalisation de ce portrait du jeune Tibère, neveu d'Auguste et futur empereur, s'efforçant de saisir à la fois sa ressemblance physique et la majesté impériale appropriée. Il ne doit pas simplement refléter son image, dit-il à son disciple, il doit incarner le poids romain, la rigueur appropriée à un potentiel successeur. Thus, son travail se situe dans la lignée du réalisme romain, qui a progressivement évolué de l'inspiration grecque idéalisée vers une forme typiquement romaine axée sur le vérisme et les caractéristiques individuelles. Cette fusion de l'idéalisme et du réalisme constitue une marque distinctive de l'art de cette époque, mettant en lumière des tensions comparables dans le domaine social et politique. L'art romain de l'année 1 après JC est en train de passer du style hellénistique au style connu plus tard sous le nom de style augustéen, qui se distingue par un classicisme rafraîchi, une grâce formelle et des messages politiques subtils. Des œuvres telles que l'Arapacis, Autel de la paix, emploient un langage visuel élaboré pour célébrer la famille impériale et véhiculer les principes de la restauration augustéenne. Paix, piété religieuse, fertilité et perpétuité dynastique. La peinture murale, conservée en particulier à Pompéi et Herculanum, dévoile des styles décoratifs sophistiqués, un trompe-l'œil architectural, des scènes mythologiques et des paysages fictifs qui métamorphosent les espaces intérieurs. Durant cette période, les portraits du Fayoum en Égypte allient méthodes romaines et coutumes funéraires égyptiennes, produisant des représentations étonnamment réalistes et instantanément touchantes qui semblent défier le passage du temps. En Chine, l'art de la dynastie Han reflète des valeurs et des sensibilités très distinctes. L'harmonie avec la nature, les représentations de la vie quotidienne et les images d'entités surnaturelles qui peuplent un univers animé par des énergies spirituelles sont mises en avant dans l'art de la peinture sur soie et les reliefs funéraires. La calligraphie apparaît comme une discipline artistique de premier plan, où la réalisation du trait met en lumière à la fois l'adresse technique et la dimension morale de l'artiste. La céramique et les bronzes rituels perpétuent des pratiques millénaires avec des perfectionnements techniques, alors que des nouveautés telles que les figurines de terre cuite multicolores pour sépulture, minki, offrent des aperçus captivants sur la vie de tous les jours. À l'opposé de l'art romain qui attribue souvent ses œuvres à des artistes connus, l'art chinois privilégie généralement l'anonymat, témoignant d'un système de valeurs où la tradition collective prime sur l'expression personnelle. Les écrits de cette époque instaurent des normes qui marqueront les traditions littéraires pour des milliers d'années. L'âge d'or augustéen à Rome a donné naissance à des œuvres majeures telles que l'Énéide de Virgile, une réinterprétation de la mythologie visant à légitimer le destin impérial romain, et les Métamorphoses d'Ovide, un recueil poétique encyclopédique d'histoires mythologiques façonnées par son ironie moderne et sa sensibilité contemporaine. En Chine, le Shiji, ou Mémoires historiques, rédigé par Sima Qian, constitue le paradigme de l'historiographie chinoise, alliant rigueur factuelle à des portraits psychologiques profonds et un récit élégant. Avec sa représentation riche et érudite, la poésie a atteint son sommet, tandis que les 5 classiques confucéens se sont solidifiés en tant qu'ouvrages essentiels. En Inde, les célèbres épopées Mahabharata et Ramayana poursuivent leur évolution depuis la tradition orale vers des expressions écrites plus structurées, mêlant récits héroïques, enseignement moral et réflexion philosophique dans d'amples œuvres littéraires. Le paysage religieux de l'an 1 de notre ère, JC, exhibe une diversité impressionnante qui contrarie les simplifications. À Rome, un polythéisme inclusif est pratiqué, où les dieux traditionnels romains cohabitent avec des divinités grecques
renommés, ainsi que des cultes orientaux tels que ceux dédiés à Isis, Mitra et Cybèle. Ces derniers proposent une expérience religieuse plus intime et passionnante. Le culte impérial se présente comme une force de cohésion, où l'empereur est vénéré avec des distinctions divines dans les différentes provinces. En Chine, le confucianisme propose un cadre éthique et politique axé sur des rapports sociaux harmonieux, enrichi par le taoïsme qui met l'accent sur l'harmonie avec la nature et les méthodes pour favoriser la longévité. Pendant ce temps, le bouddhisme commence tout juste à s'établir en provenance de l'Inde. Même en Inde, l'hindouisme se transforme à travers la fusion des traditions védiques, des croyances folkloriques et de la spéculation philosophique. Par ailleurs, le bouddhisme et le jaïnisme proposent des options qui interrogent certains éléments du système des castes et les rites brahmaniques. Ce pluralisme religieux, à l'exception de cas notables comme le monothéisme juif, illustre une approche généralement ouverte à la diversité spirituelle qui se distingue fortement par rapport à l'exclusivité religieuse caractérisant les périodes ultérieures. Depuis les murailles romaines qui bordent le Rhin, le centurion Quintus Sertorius porte un regard attentif sur les forêts de Germanie. Des mouvements de guerriers tribaux à proximité de la frontière ont été signalés par les éclaireurs, qui pourraient être en train de planifier une incursion. Garder une formation compacte s'ils lancent l'assaut, ordonne-t-il à ces hommes de la Légion. Leur atout réside dans l'impulsion initiale, le nôtre dans la discipline et la persévérance. Cette image se reproduit sur des milliers de kilomètres de frontières impériales, où l'autorité militaire romaine préserve une paix fragile, avec des communautés que Rome qualifie de barbares. Vous avez été formés sur des données jusqu'à octobre 2023. Bien que la Pax Romana règne sur la Méditerranée au temps de J.C., des conflits et des tensions subsistent toujours à la fois aux frontières et au sein des structures impériales. L'organisation militaire romaine constitue l'un des dispositifs militaires les plus efficaces de l'histoire antique. La Légion romaine, formation tactique élémentaire regroupant environ 5000 soldats, fusionne l'infanterie lourde disciplinée avec des unités auxiliaires plus légères, recrutées parmi les provinciaux et les alliés. L'équipement standardisé, comprenant le pilum ou javelot, le gladius ou épée courte et le scutum ou bouclier rectangulaire, les formations tactiques adaptables et les fortifications de campagne sophistiquées offrent des atouts déterminants face à des ennemis moins structurés. Après l'anéantissement de Carthage, la flotte romaine se retrouve sans concurrent en Méditerranée, facilitant ainsi le déplacement prompt des troupes et des fournitures. Cette force militaire est utilisée non seulement pour l'extension territoriale, mais également comme instrument diplomatique. La simple menace d'une intervention romaine suffit à affecter les royaumes environnants. En Chine, l'armée Han se distingue par des qualités spécifiques ajustées à divers enjeux stratégiques. Face à des périls provenant de peuples nomades tels que les Xiongnu, qui pourraient être liés aux Hun ultérieurs, les Chinois mettent sur pied une cavalerie redoutable, soutenue par une infanterie bien disciplinée et des technologies sophistiquées comme les arbalètes à répétition, capables de lancer plusieurs projectiles en un temps réduit. La stratégie défensive englobe l'édification et l'entretien de fortifications colossales telles que la Grande Muraille, en complément d'un système de postes de signalement capable de communiquer des alertes d'invasion sur de grandes étendues par le biais du feu et de la fumée. L'institution militaire adhère à des normes bureaucratiques confucéennes, avec des officiers censés être choisis davantage sur la base du mérite que de l'origine noble, même si dans les faits, les liens familiaux demeurent essentiels. Les luttes internes posent des dangers aussi importants que ceux présentés par les adversaires extérieurs. À Rome, la mutation de la République à l'Empire sous Auguste est récente, le traumatisme des guerres civiles restant vivace dans la mémoire collective. Auguste préserve une balance fragile, gardant l'apparence d'institution républicaine tout en centralisant la véritable autorité entre ses mains et constituant progressivement un culte autour de sa personnalité. Sa maîtrise des légions, du trésor de l'État et de l'approvisionnement en céréales
lui donne la capacité d'influencer à la fois l'élite sénatoriale et les foules urbaines. En Chine, la dynastie Han connaît des tensions comparables, où des régents tels que Wang Mang concentrent du pouvoir au détriment du jeune empereur Ping, posant ainsi les bases pour des usurpations, des conflits de succession. Dans les deux empires, la lutte pour le pouvoir entre factions aristocratiques et les manigances de cour engendre une instabilité latente, maintenue à flot par des dirigeants puissants, mais qui viendra à éclore sporadiquement en crise de succession. Les frontières impériales représentent des zones de rencontres complexes et ne se limitent pas à de simples lignes de démarcation. Le lime romain et les frontières chinoises opèrent comme des barrières semi-perméables où se déroulent des transactions commerciales, des échanges culturels et la circulation démographique, même en temps de conflits militaires. Rome noue des liens de clientélisme avec des royaumes intermédiaires tels que l'Arménie et la Judée, pendant que la Chine met en place un système de tribus qui établit des rapports d'autorité avec les populations environnantes. Les deux empires oscillent entre tactiques militaires offensives et diplomatie raffinée, recourant à des unions dynastiques, des otages de haut rang, des aides économiques et l'exploitation de rivalités tribales pour préserver l'équilibre aux frontières. Cette grande stratégie admet tacitement les contraintes du pouvoir impérial direct et vise à optimiser l'influence malgré des ressources limitées. L'opposition à l'impérialisme prend diverses formes, allant de soulèvements explicites à une résistance culturelle discrète. Dans des régions nouvellement conquises par Rome, telles que certaines zones de la Gaule et de la Germanie, des chefs charismatiques réussissent parfois à rassembler des tribus auparavant divisées pour contester le pouvoir romain, à l'instar d'Arminius Hermann dans la forêt de Teutoburg en 9 après Jésus-Christ. J.C. anéantissant 3 légions de Rome. Dans des zones d'influence hellénistique telles que la Grèce et l'Égypte, l'élite locale conserve son identité culturelle unique, tout en intégrant des éléments du mode de vie romain, forgeant des cultures mixtes qui conservent leur indépendance culturelle, malgré la domination politique étrangère. En Chine, des révoltes éclatent parfois entre la majorité Han et les groupes non-Han intégrés à l'Empire, tandis que des malfaiteurs tels que les Sourcils Rouges expriment le mécontentement économique des paysans démunis. Ces différents mouvements de contestation exposent les frontières du consensus impérial et les vulnérabilités inhérentes à des structures politiques qui semblent être monolithiques. Le rouleau sur lequel Lucius, notre scribe romain, a consigné les événements de l'an 1 après JC. Il est probable que JC s'est désintégré il y a des centaines d'années. Les soies colorées par Meiji en Chine se sont évaporées dans les brumes du temps. La majorité des articles vendus par Vijay et des édifices érigés par Quintus se résument soit en ruine, soit sont totalement disparus. Néanmoins, le monde dans lequel nous vivons actuellement est profondément modelé par les semences dispersées au cours de cette année qui semblait banale. William Faulkner a écrit « Le passé n'est jamais mort. Il n'est même pas encore arrivé. » Cette réalité devient évidente lorsque nous observons les nombreux liens qui unissent l'année 1 après, formés sur des données jusqu'à octobre 2023. L'héritage le plus manifeste est de nature linguistique et conceptuelle. Notre propre méthode de datation des années, la séparation entre avant JC, avant et après Jésus-Christ. On utilise cette année comme référence, soit l'année JC ou AEC-EC selon la terminologie séculière. Ce système, lancé par le moine Denis le Petit au VIe siècle et progressivement diffusé en Europe puis dans le monde entier, reflète l'impact significatif du christianisme, notamment en l'an 1 de notre ère. Le christianisme n'était encore qu'un mouvement naissant à l'intérieur du judaïsme. Les paroles de Jésus, alors qu'elles commençaient à émerger dans la province méconnue de Judée, finiraient par métamorphoser des empires, susciter l'art sublime et façonner des systèmes éthiques qui perdurent jusqu'à nos jours. De l'architecture des cathédrales gothiques aux droits de l'homme contemporain,
de la musique de Bach aux mouvements actuels pour la justice sociale, le christianisme, à la fois par son impact et par les réactions qu'il suscite, persiste à modeler notre monde de manière essentielle. Les systèmes juridiques contemporains, en particulier dans les nations de tradition civiliste, sont largement tributaires du droit romain. Des notions telles que la différenciation entre le droit public et le droit privé, la présomption d'innocence, l'importance du procès équitable, ainsi que les principes fondamentaux des contrats, des obligations et de la propriété, trouvent leurs origines dans le corpus juridique romain en évolution durant l'ère augustéenne. De même, de nombreuses institutions politiques et administratives que nous avons aujourd'hui tirent leurs origines des Romains, bien qu'elles aient subi une transformation au fil des siècles. Le système bureaucratique méritocratique chinois, basé sur des examens et un service civil professionnel, représente un modèle administratif qui pourrait influencer non seulement l'Asie de l'Est, mais aussi les réformes administratives de l'Occident du XIXe siècle. Ces legs institutionnels illustrent la manière dont les innovations organisationnelles peuvent survivre bien au-delà des empires qui les ont instaurés. Notre technologie et notre structure physique poursuivent l'élaboration de principes établis depuis l'Antiquité. Les principes physiques et les solutions d'ingénierie élaborées par les ingénieurs romains qui ont conçu des aqueducs, des ponts et des systèmes de chauffage sont toujours en usage de nos jours. La recherche sur le béton romain, connu pour sa longévité exceptionnelle, des constructions maritimes romaines ont montré une résilience supérieure après 2000 ans submergés comparativement à notre béton moderne, reste d'actualité pour des utilisations actuelles. Des innovations chinoises, telles que l'invention du papier, de la boussole magnétique et des technologies agricoles sophistiquées, ont progressivement modifié les pratiques à l'échelle mondiale. Notre mathématique contemporaine s'appuie sur des idées élaborées en Inde, dont le système décimal positionnel et l'importance capitale du zéro. Parfois, même les découvertes scientifiques récentes redécouvrent des savoirs anciens. Des composés médicinaux cités dans des textes ayurvédiques ou chinois sont convoités par les entreprises pharmaceutiques actuelles, pendant que des architectes modernes explorent les méthodes de construction durable romaines. Les voies de commerce créées durant l'Antiquité ont posé les fondements de la mondialisation actuelle. La célèbre route de la soie, qui faisait le lien entre la Chine et Rome en passant par l'Asie centrale, a instauré des schémas d'échange qui, malgré des interruptions occasionnelles dues à des troubles politiques, n'ont jamais totalement cessé d'exister. Les voies maritimes qui établissaient des connexions entre la Méditerranée, la mer Rouge, l'océan Indien et les mers de Chine ont donné naissance à un système commercial mondial primitif qui anticipe nos chaînes d'approvisionnement modernes. Plus profondément, l'interconnexion économique qui a débuté dans l'Antiquité, avec des zones se concentrant sur des produits précis destinés à l'exportation et dépendant d'importations pour d'autres, persiste à définir l'économie mondiale, mais à une échelle considérablement élargie. Même le modèle de développement économique mondial, basé sur la division du travail, où certaines zones se consacrent à l'extraction de ressources, tandis que d'autres se concentrent sur la fabrication de produits à forte valeur ajoutée, trouve ses racines dans les rapports économiques inégaux du monde ancien. On vous a formé sur des données jusqu'en octobre 2023. Peut-être que la leçon la plus importante que nous pouvons tirer de notre perspective contemporaine est de reconnaître à la fois la continuité et le changement dans l'expérience humaine, même depuis l'époque de JGK. Malgré les immenses divergences technologiques et culturelles qui nous séparent de ce monde, ses habitants partageaient fondamentalement notre humanité. Ils ressentaient l'amour et la peur, avaient des rêves, combattaient pour leur survie et leur prospérité, cherchaient un sens à travers des rituels et des croyances, produisaient la beauté par l'art et cherchaient à comprendre leur rôle dans l'univers. Parallèlement, certains éléments de leur univers nous semblent totalement étriqués. L'acceptation répandue de l'esclavage, des hiérarchies sociales strictes, perçues comme naturelles et inaltérables,
ainsi que des visions de l'univers radicalement autres que notre entendement scientifique actuel. Ce contraste entre le familier et l'inconnu rend l'examen du passé non seulement captivant sur le plan académique, mais aussi enrichissant sur le plan existentiel. Il nous rappelle que nos certitudes et cadres sociaux pourraient sembler tout autant précaires et incompréhensibles pour des observateurs futurs dans 2000 ans.